Salut tout le monde, bienvenue dans Politicaire, le nouveau podcast réalisé en collaboration avec Vedia, Scanner, le média d'expression par et pour les jeunes, et l'Institut de la décision publique. Alors, l'idée de ce nouveau format, il est très simple, on va parler politique, mais un petit peu différemment. Ici, pas de langue de bois, ni de gros blabla, les jeunes vont pouvoir confronter leurs paroles avec un expert et un invité politique sur des thématiques qui les concernent directement. Alors moi, c'est Emma. Je suis membre de Scanner et je suis votre animatrice du jour. Et notre invitée politique du jour, c'est Victoria Van de Berg. Victoria, j'espère que tu vas bien. Très bien, j'espère que toi aussi. Oui, ça va un peu stressé pour cette première, mais ça va super bien. Ça va bien se passer. Et avec toi, pour ce premier épisode, on va parler alors de l'intérêt politique des jeunes. Alors, à mes côtés, on a aussi Romane. Donc Romane, tu es aussi membre de Scanner et tu as la lourde responsabilité de représenter les jeunes aujourd'hui. Comment tu vas, Romane ? Ça va, je suis très contente d'inaugurer cette nouvelle émission avec tout le monde autour du plateau. Mais oui. Et encore à côté de toi, on a Geoffrey Grandjean. Geoffrey, toi, ça va ? Pas trop stressé pour ce premier épisode ? Pas du tout, en grande forme. En grande forme, parfait, ça va être super. Et donc toi, tu es directeur de l'Institut de la décision publique. Tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste, l'Institut de la décision publique ? Oui, et donc c'est un centre où on fait de l'enseignement et de la recherche dans le milieu universitaire. Et j'ai la chance de pouvoir compter sur plusieurs collaborateurs qui travaillent notamment sur les questions de politique communale, locale, sur la vie politique belge, l'histoire politique belge ou européenne. Du coup, comme je le disais, Victoria, tu es notre première invitée et on voulait apprendre à te connaître un petit peu et à connaître un peu plus ton parcours politique. Et pour ça, on va te demander de compléter des petites phrases. Mais attention, il va falloir être rapide parce qu'on va te donner 30 secondes pour le faire. Attention, c'est parti. Donc, je m'appelle Victoria Van de Berg. Ok, je suis née le 2 juillet 1997. à EUSI. J'appartiens au parti Du mouvement réformateur. et j'exerce les fonctions de... Député fédéral et bourgmestre de Jalais. Je suis en poste depuis... Alors, depuis 2024 et 2025, en fonction des fonctions. Ok, et avant de faire de la politique, Alors, j'étais dans un cabinet ministériel, donc hors mandat, et également dans l'administration publique. Et j'ai fait des études de... Sciences politiques, les meilleures. Ma plus grande victoire en politique, c'est... C'est justement de porter la parole des jeunes. Ok, super. Tu as bien fait ça pendant le petit temps qui t'était imparti. Ouf, premier Ça a été exercice. un peu de pression pour commencer. Et Romane, tu as quand même encore aussi quelques questions à poser, toi, mais c'est un peu plus relax là. Oui, déjà tu disais que tu étais député fédéral et bourgmestre, mais pour les jeunes et peut-être les moins jeunes qui ne connaissent pas trop cette fonction, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit ? Donc, au niveau de la commune, être bourgmestre, c'est être à la tête de la commune. Et donc, ça implique des responsabilités, notamment en termes de sécurité, qui sont propres au bourgmestre. Okay. Également des responsabilités en termes d'état civil, généralement, et pour ma part aussi par rapport aux finances communales. Et donc, c'est vraiment gérer la commune au niveau de l'administration. On est en contact avec le directeur ou la directrice générale et les services, mais également au niveau politique, donc en étant évidemment en se réunissant avec le collège communal toutes les semaines, on prend les décisions de gestion de la commune, et également avec le conseil communal qui se passe généralement une fois par mois pour les plus grandes décisions qui nécessitent donc de passer au conseil. Ok. Et comment tu arrives à conjuguer ces deux fonctions entre député du coup et bourgmestre ? Eh bien, c'est un exercice d'organisation surtout, parce que c'est vrai qu'au niveau fédéral, être député, c'est participer aux travaux, donc à Bruxelles, et en fonction des commissions dans lesquelles nous sommes membres. Donc pour ma part, c'est celle de la Constitution, renouveau institutionnel, et également le travail au niveau de l'intérieur, donc police, pompiers, asile, migration. Et voter évidemment les lois, participer au débat. Et donc voilà, le mix de ces deux fonctions, c'est surtout en termes organisationnels. Au début, il faut bien cadrer. Il y a des jours qui sont attribués à la commune, d'autres plutôt au fédéral, en fonction de la séance plénière, par exemple, qui a lieu le jeudi après-midi, et soir, et nuit, souvent. Et puis les commissions également.
Mais voilà, je pense que les moyens aussi techniques actuels permettent plus facilement d'avoir ce cumul, surtout entre Bruxelles et Jalais, parce qu'il y a une certaine distance, parce que finalement, on est aussi disponible en cas d'urgence pour la commune, même de signature, ça peut se faire à distance parfois. Donc voilà, il y a quand même quelques moyens aussi qui facilitent le cumul des fonctions quand on n'est pas juste à côté de Bruxelles. Et justement, tu parlais du fait que c'était une organisation. Est-ce que, je ne sais pas, ça va peut-être être compliqué, mais est-ce que tu saurais nous résumer un peu ta journée type ? Alors, je n'ai pas de journée type, mais je peux parler plutôt d'une semaine type. Donc, le lundi, là, ça va être la commune. Le lundi après-midi, le collège communal. Lundi soir, une fois par mois également, le conseil. Ensuite, le mardi, mercredi, ça dépend des ordres du jour des commissions. Donc, s'il y a des projets, des propositions de loi à discuter, évidemment, on doit être en séance. Si on dépose aussi des questions orales au ministre, il faut évidemment aller poser les questions. Et puis, alors, le jeudi, donc là, c'est Bruxelles d'office, donc avec cette séance plénière. Réunion de groupe également. Et le vendredi, de nouveau, attribué à la commune, à des visites. Mais bon, ça ne s'arrête pas là. Il y a le samedi, il y a les mariages aussi, au niveau de la commune. Tout ce qui est noces aussi, les noces d'or, de diamant, donc pour les 50, 60 ans de mariage. Ça fait aussi partie du job de bourgmestre. Et c'est très chouette, évidemment. C'est une des plus belles parties. Et puis toutes les festivités locales aussi, auxquelles on participe. Puis tous les événements au-delà de ça du parti. Il y a aussi le conseil du parti. Le lundi matin, mais pas toutes les semaines. Donc c'est vrai que l'agenda est chargé en rencontres, en échanges, avec différents milieux, différentes personnes. Et c'est ça qui est très riche, évidemment, dans le fait d'avoir les deux fonctions. C'est qu'on mêle aussi deux milieux, en l'occurrence un milieu très rural et puis un milieu où on a justement plein de personnes qui se côtoient et qui viennent de milieux autant ruraux que citadins. Et donc c'est gai d'échanger et d'avoir différents points de vue au niveau fédéral aussi. Ah oui, donc on voit que tu fais vraiment plein de choses. Et est-ce qu'il y a peut-être une tâche qui est plus compliquée qu'une autre ? Non, ça dépend les moments, ça dépend les semaines, mais voilà, il n'y a rien qui me vient en tête comme ça de tâches absolument compliquées. Non. Parfois mal à la main, beaucoup de signatures. Et au contraire, tu parlais de choses, par exemple, comme les festivités ou les mariages, que c'était plus chouette, entre guillemets. Est-ce que c'est une des tâches que tu préfères ou il y a d'autres tâches que tu aimes bien, que tu préfères particulièrement dans tes fonctions ? Non, franchement, je me suis fait ta réflexion cette semaine. J'adore ce que je fais, vraiment. Et je pense que de toute façon, si tu n'es pas passionné en politique, tu ne continues pas. Parce que le nombre d'heures, justement, est très important. Oui. L'investissement est très important. La charge, la pression aussi, parfois. Et j'adore vraiment, voilà, autant les débats à Bruxelles que gérer les projets à Jalais, concerter aussi les citoyens. Parfois, je pense à la commission locale de développement rural, se demander ce qu'on va faire de la commune. Ici, pour le moment, on a un projet de capsule temporelle, donc on demande aux personnes de Jalais de se projeter à 50 ans et de se dire, OK, comment sera Jalais dans 50 ans. Enfin, voilà, il y a plein de petits projets aussi qui sont très chouettes et qui permettent de réfléchir à la vie quotidienne. Donc, non, il n'y a pas que les mariages et les noces que j'apprécie. Et alors, peut-être une dernière petite question, et puis on verra bien, mais peut-être une dernière petite question. Est-ce que si tu n'avais pas le choix et que tu devais garder une seule de tes fonctions, tu préférerais garder laquelle ? Ah, ça, c'est très tricky comme question. Parce que, OK. Je dirais sans doute Jalais, j'imagine, parce que voilà, c'est ma commune de cœur, où je suis née, où j'ai toujours vécu. Mais le mieux est la situation actuelle, évidemment, parce que vraiment pouvoir expliquer ce qui se passe au fédéral et principalement dans des petites communes qui ne sont pas toujours non plus représentées dans d'autres cénacles, c'est important. Et à l'inverse, pouvoir aussi dire attention, dans les communes rurales, telle mesure peut avoir un impact, c'est aussi important. Donc voilà, l'équilibre est vraiment très chouette. Trop bien, merci. C'est sur cette phrase, l'équilibre est vraiment très chouette, qu'on va finir ton portrait et qu'on va entrer un peu dans le vif du sujet. Très bien. Et nous, ça nous tenait vraiment à cœur que ce soit toi aujourd'hui, parce que tu es une jeune politicienne et on parle justement de l'intérêt politique des jeunes. Donc on s'est dit que tout tombait bien comme ça. Et pour commencer, je voulais te demander de me dire 3 mots qui pour toi pourraient résumer l'intérêt politique des jeunes, 3 mots qui te font penser à l'intérêt politique des jeunes. L'avenir, d'abord, parce que je pense qu'on ne peut pas décider
les politiques qu'on prend maintenant, c'est pour maintenant, c'est aussi pour le futur, surtout. Et donc, évidemment, c'est important que les jeunes soient impliqués parce qu'on parle du futur et donc on parle du leur et puis évidemment celui de leurs enfants, etc. C'est ça. Donc, l'avenir, le fait justement quel mot pourrais-je employer pour représenter cette idée? Mais le fait que toutes les composants de la société doivent être représentés, que ce soit jeunes ou femmes. C'est ça. Parce que c'est vrai que, alors voilà, je suis jeune et en plus une femme, donc ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, c'est important qu'on soit représentés et il n'y a pas que jeunes et femmes qui doivent être représentés. Bien sûr. Donc je pense que c'est important que l'ensemble de la société puisse avoir son mot à dire. Et troisième, dynamisme peut-être, dynamisme/renouveau. Le fait que quand on est jeune, on amène aussi des idées nouvelles. On n'est pas peut-être encore dans un carcan. Alors j'espère que si je reste en politique dans 10 ans, je ne serai pas dans un carcan. Mais quand on a une expérience, et c'est comme dans tout métier en fait, quand on a une expérience, on voit les choses différemment. Et tandis que quand on est jeune, on vient avec beaucoup d'optimisme, beaucoup de rêves, et je pense que c'est important, mais c'est aussi important de les garder pour la suite du parcours. Ok, super. Et moi, je voulais poser maintenant une petite question à Geoffrey. Geoffrey, donc on parle d'intérêt ou de désintérêt politique des jeunes. Toi, qu'est-ce que les chiffres ont pu te montrer par rapport à cet intérêt ? Mais on constate que les jeunes sont toujours intéressés par la politique. On pourrait se dire, d'un premier point de vue, en fait, les jeunes, ça ne les intéresse pas. Ben non. Et on a des chiffres qui sont réguliers depuis des années, voire des dizaines d'années, qui montrent que le taux d'intérêt des jeunes par rapport à la politique est constant. Alors, il est peut-être un peu plus faible que les adultes, entre guillemets, mais c'est normal parce qu'il y a une période où les jeunes vont aussi entrer dans la prise de connaissance du milieu politique. Et il y a une période, je dirais, de formation en quelque sorte pour les jeunes. Et puis on se rend compte que ces jeunes, ils sont intéressés comme les adultes. À 30 ans, ils sont intéressés comme les adultes. Par contre, il y a des changements. On se rend compte que, par exemple, s'il y a des études, si on compare avec des études qui remontent à plusieurs dizaines d'années, on se rend compte que les jeunes ne s'investissent pas dans le même type d'institutions que par le passé. Par exemple, qu'ils s'investissent moins dans des institutions qui sont plus rigides et ils décident de s'investir davantage directement, en quelque sorte, d'être plus directs dans leur investissement pour se rendre plus visibles, peut-être, mais aussi parce qu'ils ont envie d'agir directement. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate, je dirais, depuis quelques années, c'est l'investissement direct. Et il y a peut-être des souvenirs qu'on a tous, c'est 2019, les marches pour le climat, par exemple, en Belgique, où on a vu qu'il y a eu une mobilisation jeune très forte, avec peut-être une contrepartie. C'est que il ne reste peut-être pas aussi longtemps engagé sur la même question que par le passé. On le voit bien, le climat n'est plus peut-être nécessairement le sujet qui préoccupe tous les jeunes de la même manière. Et donc cet investissement direct, c'est peut-être aussi l'occasion de passer d'une thématique à l'autre. Mais c'est chaque fois des thématiques qui les concernent directement. Donc ça, voilà, c'est important. Alors, il y a aussi le fait que les règles, elles changent. Pensons au niveau européen, puisque les jeunes peuvent voter à partir de 16 ans maintenant au niveau européen. Donc, il y a aussi cette volonté de se dire qu'à un moment donné, on a intérêt à s'intéresser parce que la politique, ça nous concerne dès 16 ans. Sachant qu'il y a tous les niveaux de pouvoir, puisque Victoria l'a bien dit, il y a le niveau communal, il y a le niveau régional, il y a le niveau fédéral, où Victoria est à nouveau, puis il y a le niveau européen. Donc il y a, je dirais, une panoplie de niveaux de pouvoir qui permettent aux jeunes de s'investir. Alors il y a quand même parfois un manque d'intérêt. On a des chiffres au niveau européen, donc pour la Belgique, il y a une agence statistique européenne qui s'appelle Eurostat qui fait des enquêtes depuis de nombreuses années. Environ 19% des jeunes ne sont pas intéressés par la politique. Ce n'est pas si... Oui, ça fait quand même pas mal de personnes qui ont l'air intéressées. 80%. Et si vous regardez ça par rapport aux adultes qui s'abstiennent, qui votent blanc ou qui votent nul, on est en fait sur le même pourcentage. Donc de ce point de vue-là, on voit que les jeunes sont tout à fait aussi intéressés que les adultes. Donc voilà, quelques éléments déjà. Super, déjà. Romane, toi, en tant que représentante des jeunes aujourd'hui, je voulais te demander si toi, ça te surprenait qu'il y avait autant de jeunes qui s'intéressaient à la politique, ou pas spécialement.
Quand même, c'est vrai que moi j'ai l'impression un peu qu'on entend tout le temps que les jeunes, c'est un peu le stéréotype que les jeunes ils s'intéressent pas à la politique, ils vont pas voter et tout. Moi personnellement, j'avoue que la politique, c'est pas que je m'y intéresse pas, mais c'est vrai que je trouve que c'est compliqué à comprendre. Je trouve c'est compliqué. Il y a plein de choses, plein d'infos qui viennent de partout maintenant. Mais je pense surtout qu'il y a aussi une grosse différence. Enfin, c'est surtout la différence clivante entre soit on adhère super fort et on est super au courant, soit alors on sait rien du tout. Enfin, je trouve qu'il y a un peu ces deux extrêmes. Mais ça m'étonne quand même le chiffre 19%. Moi, je pensais que ce serait plus, quoi. Ok. Toi, Victoria, t'es surprise de ce chiffre ou toi, tu te dis qu'en tant que jeune politicienne, tu vois beaucoup de jeunes aussi dans ton parti qui s'engagent et que tu te dis, non, moi, je vois bien que les jeunes, ils sont intéressés. Oui, non, je ne suis pas surprise. Et c'est vrai que je ferais parler des structures plus rigides, plus anciennes, qui amènent moins à l'engagement. Mais en tout cas, alors je vais parler au niveau des jeunes maires, parce que c'est ceux que je connais le mieux, évidemment. On a par exemple 8000 membres jeunes maires, Wallonie-Bruxelles, parce qu'ils ont fait la plus grande jeunesse politique, et on a tout le temps de nouveaux membres. Et donc c'est vrai que par là, je me dis que même, je ne sais pas ce que tu voulais dire par des structures plus rigides, mais moi j'ai tout de suite pensé aux partis politiques traditionnels et donc aux jeunesses qui les précèdent. Et en tout cas, nous, on voit vraiment qu'on a un renouveau. Donc, je pense que même à ce niveau-là, les jeunes s'investissent. Oui. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que dit Victoria, si je peux me Mais permettre, oui, vas-y. c'est parce que les jeunesses et maires, c'est vrai que de ce point de vue-là, on voit qu'il y a aussi une très grande présence, en tout cas un très grand nombre de jeunesses et maires. Il n'y a pas une institution centralisée où c'est tous les jeunes et maires d'un coup, et donc c'est fort territorialisé, localisé. Et c'est là aussi où on voit en quelque sorte que, et c'est aussi la caractéristique d'un parti comme le Mouvement réformateur, c'est de laisser une très grande liberté à ses militants, à ses adhérents dans des structures qui ne sont pas uniquement verticales. Et donc, on pourrait se poser la question, tiens, est-ce que la manière dont le MR est organisé ne correspond pas à certains égards, parfois plus, à des formes d'engagement voulues par les jeunes dans des sections plus locales aussi. Oui, c'est vrai, décentralisé. Oui, tout à fait. Et Geoffrey, je ne sais pas si tu sais répondre à cette question, mais on parle des jeunes et maires. Est-ce qu'on sait si pour les autres partis politiques, il y a aussi cet engouement des jeunes, ou c'est surtout les jeunes et maires qui ont l'air de tirer leur épingle du jeu à ce niveau-là? Mais je n'ai pas les chiffres pour les autres partis précisément. Par contre, il faut quand même bien se rendre compte que, notamment suite aux dernières élections, on voit bien que le MR est le premier parti chez les jeunes. Et ça aussi, c'était une réalité. Alors, pas dans toutes les régions, attention. En région wallonne, il y a plus de jeunes MR, entre guillemets, ou des jeunes qui ont voté pour le MR que pour Bruxelles. Donc, cette question-là, elle implique de sans cesse tenir compte de l'évolution du contexte. Pour le moment, c'est le cas, par exemple. Voilà. Ok, super. Du coup, on va continuer à entrer un peu dans le débat et tout ça. Et Victoria, tu as pu, au début de l'émission, déjà être bien mise sous pression avec la fameuse Vediabox. Oui. Alors, la Vediabox, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une petite box qui est au centre, qui est sur le côté du studio, où tu as pu aller. Il y a eu des questions qui ont défilé et tu as dû y répondre dans un temps imparti. On va écouter tes réponses et puis on va un peu en discuter. La politique est-elle assez sexy pour les jeunes? Évidemment, oui. Soutenez-vous les jeunes qui manifestent contre les mesures politiques prises? Pourquoi? Mais alors là, je suis déjà arrivée en fait à la fin de la ligne blanche, donc je n'ai pas eu le temps de répondre. Donc voilà, les jeunes, évidemment, ont le droit d'exprimer leur ressenti par rapport aux mesures, mais je pense qu'il faut aussi être bien informé. Pour vous, la politique s'intéresse-t-elle assez aux préoccupations des jeunes? Oui. Pour être élu, le programme compte ou il faut juste être un beau parleur? Alors non, il ne faut pas être juste un beau parleur, évidemment, les mesures sont importantes. Peut-on réussir dans le monde politique sans piston? Alors oui, et je pense que je suis un bon exemple parce que je ne viens pas, par exemple, d'une famille politique. Et donc, je pense qu'on peut réussir en politique, peu importe le milieu. Avoir son diplôme de Sciences Po, c'est une nécessité pour réussir en politique? Non. Vrai ou faux, il faut avoir un gros ego pour faire de la politique? Non plus. Ça fait quoi d'être une jeune femme dans un univers majoritairement masculin? Eh bien, ça casse les codes et c'est surtout très important qu'on soit représenté et de plus en plus. Est-ce que faire de la politique, ça gagne bien? Alors, par rapport aux heures,
moins que ce que vous croyez. Pour ou contre le cumul des fonctions. Alors, ce n'est pas moi qui vais être contre, évidemment, mais je pense que c'est important de pouvoir relier différents niveaux de pouvoir. Au repas de famille d'Evan de Berg, on débat politique. Alors oui, et on n'est même pas toujours d'accord. Il y a différentes couleurs politiques. Merci Victoria pour tes réponses. Et je voulais qu'on rebondisse un petit peu là-dessus. Tu dis par exemple que pour toi, les politiques, elles s'intéressent assez aux préoccupations des jeunes. Je voulais voir si tu avais des exemples de préoccupations des jeunes qui sont fort abordées en politique, par exemple. Je dirais que de manière générale, au niveau, en tout cas, je vais prendre l'exemple de notre parti et de notre jeunesse de parti dont on vient de parler aussi. On a par exemple chaque année un congrès qu'on organise avec les jeunes MR. Chacun peut déposer des motions, des mesures qu'il souhaiterait voir aboutir. Et chaque année, ce feuillet de mesures est remis au président du MR. Et il y a déjà eu des avancées sur des thèmes qui étaient mis en avant par les jeunes MR. Et je pense notamment au don de sang pour les personnes homosexuelles. C'était quelque chose qui avait été porté par les jeunes MR avant d'arriver au MR. Et donc, c'est une mesure qui me vient en tête et évidemment en interne au parti. De façon plus générale, oui, je pense que les préoccupations des jeunes sont entendues, sont discutées. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi des jeunes dans les assemblées pour pouvoir en discuter. Je pense au conseil communal de Jalais, par exemple. On a quelques jeunes, en tout cas au sein de notre groupe, qui ont moins de 35 ans. Je pense qu'on est 4 et 1 à la limite. On est 5 au conseil communal à avoir moins de 35 ans. Au niveau fédéral, c'est vrai qu'au niveau du Parlement, on a quelques jeunes aussi. Maintenant, est-ce qu'on respecte exactement le pourcentage de la tranche dans la population? Peut-être pas, et il en faudrait certainement davantage. Maintenant, je pense que la manière aussi, et on parlait aussi de la manière dont les jeunes avaient voté, je pense que c'est aussi la manière dont on présente les listes et les personnes sur lesquelles qu'on met sur ces listes. Évidemment, mettre des jeunes en avant, c'est aussi montrer qu'on a des personnes qui nous ressemblent, qui sont sur les listes et donc vers lesquelles on va se tourner plus rapidement. Et également en tant que ministre. Donc, je pense à 2 de nos 4 ministres au niveau fédéral qui ont moins de 35 ans, Mathieu Billet et Éléonore Simonet. Et c'est aussi une manière de porter la parole des jeunes et de porter leurs préoccupations parce que on est évidemment plus proche en fonction de l'âge de certaines parties de la population. Et donc, je pense que ça, c'est aussi important. Il y a Adrien Delimon est jeune aussi. Georges-Louis Boucher est devenu président de parti très jeune. Il avait aussi moins de 35 ans. Donc voilà. Donc, tous ces exemples-là, pour moi, sont des exemples que la parole des jeunes est portée. Et en tout cas, au niveau du MR, c'est quelque chose qu'on met vraiment en avant. Peut-être pour confirmer ce que dit Victoria, si je peux, Mais bien sûr. aborder quelques thématiques qui préoccupent justement les jeunes, les thématiques actuelles. On voit que les jeunes sont, par exemple, d'abord préoccupés par la question des droits de l'homme. 34% des jeunes disent s'intéresser ou s'engager pour les droits de l'homme. C'est des thématiques qui sont abordées, notamment au Parlement fédéral, on le sait, de manière régulière. La santé également, et le bien-être. 32% des jeunes se disent en Belgique intéressés par les questions de santé et de bien-être. C'est aussi des préoccupations qu'on gère, notamment au Parlement fédéral. L'égalité des droits, on sait que c'est important, que ce soit en termes de sexe, de genre, etc. C'est aussi des thématiques qui sont régulièrement abordées. Et puis le climat, évidemment, et l'environnement. 25% des jeunes qui disent s'intéresser à ces questions-là. Mais ce qui montre aussi, je reviens sur la marche du climat de 2019, que ça change. Le climat n'est plus la première priorité des jeunes. Et on voit que ce sont des thématiques qui, pour celles-là, par exemple, sont traitées au sein de l'hémicycle où Victoria siège. Et ça, je pense que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, les thématiques changent. Et il y a certains moments, certaines périodes, des choses qui sont plus mises en avant par rapport au contexte international aussi. Et voilà, donc oui, évidemment. Et par rapport aussi à des événements qui peuvent arriver, je pense aux inondations qu'on a eues. Enfin, voilà. Il y a des éléments aussi naturels qui remettent parfois le focus sur certaines matières. Oui. C'est ça. Et je voulais rebondir sur une autre question. Tu disais, on te posait la question de s'il fallait faire Sciences Po pour pouvoir être en politique, parce que si je ne m'abuse, tu as fait Sciences Po. Tout à fait. Et je voulais voir, tu nous as dit que non. Et je voulais voir si tu connaissais beaucoup, par exemple, de politiciens
que ce soit au niveau communal ou plutôt au niveau de ton poste de député, qui n'ont pas, par exemple, fait Sciences Po, voire qui n'ont pas fait d'études? Oui, bien sûr. Alors, la situation au niveau de la commune et au niveau du fédéral est assez différente. Faire Sciences Po, ce n'est pas un passage obligé. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait le droit quand même aussi, qui font de la politique. Mais il y a des médecins, il y a des personnes qui n'ont pas fait d'études. Voilà, il y a vraiment des personnes de tous univers qui participent au monde politique. Maintenant, c'est vrai qu'on a une différence tout de même entre le niveau communal et le niveau régional fédéral. Okay. Alors, je n'ai pas un pourcentage exact en tête de qui dans l'Assemblée Bien sûr. a un diplôme d'études supérieures ou non. Mais c'est vrai qu'au niveau communal, et ça je pense que c'est quelque chose qui est justement très important dans la politique communale, c'est qu'on a des profils très différents. Donc on a des personnes qui sont agriculteurs, ouvriers. Je pense que c'est ça aussi la richesse de la politique communale, c'est d'avoir une personne qui a fait Sciences Po et une personne qui travaille la terre. C'est très important parce que c'est ça, pour moi, qui permet au niveau communal d'avoir cette proximité avec les réalités de terrain. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je suis hyper attentive. Et je pense que dans le futur de la politique communale, locale, c'est quelque chose qu'on doit garder absolument en tête parce que on dit souvent quand même que dans le ressenti des personnes, elles se sentent parfois éloignées du monde politique, mais rarement, les personnes vont vous répondre qu'elles se sentent éloignées des personnes du collège ou du conseil communal. C'est très, très rare. Okay. Alors, dans des grandes villes, c'est peut-être un peu différent, mais dans des petites ou moyennes communes, on va se sentir très proche de ces élus. Oui. Et ça participe aussi, je pense, la formation des élus participe aussi à ça. Et donc, dans des visions à long terme, par rapport, par exemple, à la taille des communes, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête, c'est le profil des élus locaux. C'est vraiment important. Et au niveau fédéral, il y a aussi des profils qui n'ont pas fait d'études. Et c'est très bien. Je pense qu'il faut avoir un mélange de personnes, de profils, de vie, de parcours. Et c'est vrai qu'après, c'est aussi des choses à étudier parce que au niveau des lois, au niveau des processus, c'est évidemment complexe. Et donc, si le fait d'avoir Sciences Po facilite ça, ou droit évidemment, parce qu'on a les bases de la manière avec laquelle ça fonctionne. Donc évidemment, pour ça facilite les choses. Maintenant, on ne m'a pas appris à être bourgmestre en politique, même si mes professeurs étaient vraiment très très bons, mais on ne m'a pas appris ça. On ne sait pas qui peut être le professeur en question. Non, mais c'est un point important parce que beaucoup de personnes le savent. Moi, j'ai eu la chance d'être le professeur de Victoria. Et je dirais que ce qui m'avait déjà marqué à l'époque, c'était sa très grande motivation et détermination. Et donc, pour répondre à votre question, je ne crois pas que c'est une question de diplôme. C'est une question, à un moment donné, vraiment de vouloir changer le monde, de vouloir arriver à apporter sa touche. Et ça, de ce point de vue-là, c'est possible, même si, et Victoria l'a bien dit, le niveau fédéral n'est pas du tout le même que le niveau local. Hein. Je pourrais vous donner, la carte d'identité type du député. C'est un homme qui est âgé entre 45 et 64 ans, qui a fait des études supérieures universitaires, qui est plutôt de la classe moyenne ou favorisée, et qui a d'ailleurs exercé ou qui a eu la chance de pouvoir je dirais, graviter dans le milieu des partis ou de la politique depuis un certain nombre d'années. C'est que c'est très intéressant que vous nous disiez ce profil, parce qu'on en reparlera encore un petit peu plus tard. Ouais. Alors, je me permets. Oui, mais alors j'enchaîne avec la confiance, parce qu'il y a un autre aspect qui est aussi intéressant dans ce que dit Victoria, c'est que le niveau de confiance n'est pas le même entre les niveaux de pouvoir. Et au niveau local, le niveau de confiance est beaucoup plus fort chez les citoyens, et chez les jeunes aussi, qu'au niveau fédéral, par exemple. Donc on voit que le lien entre les deux n'est pas anodin. Et ça, c'est toute la question du cumul, hein, parce que c'est une belle question politique. C'est une belle question, je ne sais pas si vous voulez l'aborder plus tard. On l'abordera peut-être un peu plus tard, mais c'est vrai. Ça va, je me tais alors, mais on a peur, parce que c'est une belle question, parce que je suis certain que nous partageons le même avis, Victoria et moi, sur le cumul, et ça vaut la peine d'en parler. C'est vrai que, moi, je voulais dire, on t'a déjà beaucoup posé de questions, Victoria, et ici, on s'est dit qu'on allait aller poser des questions à quelqu'un d'autre. Romane, qui est membre donc, de la rédaction Jeune, avec une autre membre de la rédaction Jeune, qui s'appelle Alexandra, ont été questionnés des jeunes et leur ont demandé quelle était leur vision par rapport à l'intérêt ou le désintérêt politique. On les écoute.
Pourquoi tu ne t'intéresses pas à la politique? Moi, je trouve qu'on n'est pas assez informé quand on est jeune. On ne nous en parle pas vraiment, à part dans les médias, et on passe pas tous notre temps devant le journal TV. C'est assez compliqué à comprendre. Parce que déjà, ça change tout le temps. On ne sait jamais de quoi on parle, ni où regarder les informations. Et c'est pas vraiment très clair pour nous, quoi. Pourquoi tu t'intéresses à la politique? C'est super important de connaître son gouvernement, de connaître le pays dans lequel on est et surtout les intérêts pour ce pays qu'ils vont aborder pour le futur et tout ça. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de changements aussi dans la scolarité et ça met pas trop d'accord les jeunes avec ce qui se passe par rapport au prix du minerval qui va augmenter. Parce que forcément, c'est mon futur, donc il faut quand même savoir vers quoi on se dirige et prendre des choix et des décisions. Et justement, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que la politique elle soit plus intéressante pour les jeunes? Je pense qu'il faudrait en parler plus aux jeunes, dans les écoles, sur les réseaux sociaux, plus en parler pour impliquer les jeunes et de leur demander leur avis. C'est dans l'éducation, en parler à l'école, c'est très important de savoir trouver déjà ses intérêts dans chaque partie, c'est très important. Que ce soit plus accessible. Quand je parle d'accessibilité, je parle pas forcément sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de divergences. Que ça soit plus clair pour nous, pas avec un langage politique justement. Parce que moi, en sortant de secondaire, j'ai quand même eu du mal. Parce qu'on m'a expliqué directement ce qui se passe maintenant, sans m'expliquer vraiment l'histoire de la politique. Et du coup, ça m'a un peu perturbée parce que je ne comprenais pas les choix qu'on a pu faire dans le passé. Et du coup, j'avais du mal à réorganiser un petit peu les périodes dans ma tête et prendre des décisions pour maintenant et pour mon futur. Voilà, donc vous avez pu voir et écouter ce petit micro-trottoir qu'on a réalisé sur l'intérêt et le désintérêt pour la politique. Et je voulais d'abord voir, il y a notamment un point que je trouve qui revient quand même assez fréquemment, c'est le fait que c'est compliqué à comprendre, que ça manque de clarté, etc. Je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous comprenez quand les jeunes ils disent que c'est dur à comprendre la politique? Je sais pas, on peut d'abord commencer avec Victoria. Oui, et paradoxalement, je pense que les réseaux sociaux et les nouveaux modes d'information permettent d'avoir des informations plus rapides, mais font aussi qu'on est submergé d'informations. Et on ne sait pas toujours où regarder, on ne sait pas toujours ce qu'on doit croire parce qu'on voit des avis différents. Et donc, quel est l'avis neutre, quelle est la vraie information. Et donc ça, c'est vrai que ça peut être très compliqué pour un jeune ou pour un citoyen moins jeune aussi d'ailleurs, mais de savoir où s'informer. Et ça, je pense que les réseaux sociaux et cette démocratisation à l'extrême de l'information n'aident pas vraiment à la simplification. Oui, mais je suis d'accord avec Victoria et je dirais aussi que c'est aussi parfois le discours qu'on peut nous renvoyer sur la complexité du système politique belge. Moi, comme je dis toujours à mes étudiants, il n'est pas compliqué le système politique belge, il y a moyen de le simplifier. Alors oui, une fois qu'on rentre dans les détails, une fois qu'il faut faire des textes de loi, on va aller dans les détails. Mais en fait, c'est le coup d'entrée. Et si les jeunes se disent à un moment donné, non, en fait, c'est simple, si on leur donne ce discours-là, mais je suis certain que ça changera aussi la donne. Parce qu'il y a aussi des chiffres qui montrent que, par exemple, 75% des jeunes sont convaincus que l'enseignement donne les compétences pour s'engager. Donc ça signifie qu'ils sont demandeurs de pouvoir avoir les informations pour pouvoir mieux s'engager et poursuivre leur engagement. Et les réseaux sociaux, moi j'aurais voulu être jeune maintenant, mais moi à l'époque j'ai encore connu des petites fiches, des petites fiches à la bibliothèque et je me dis mais ça doit être génial avec tous les aspects négatifs, je ne le nie pas, et c'est le trop plein d'informations, mais c'est quand même fabuleux de voir tout ce que les jeunes ont à leur disposition et ce qu'ils font d'ailleurs de ça. Parce que moi je suis impressionné par tout ce qu'ils peuvent faire maintenant que j'étais incapable de faire à leur âge. Et justement, tu disais que les jeunes, ils avaient envie de s'investir, mais qu'ils parlaient par exemple de l'enseignement. Est-ce que toi, tu penses qu'il n'y a que l'école, entre guillemets, qui devrait apprendre aux jeunes, en parler plus de la politique? Non, et il y a notamment des associations. Les jeunes ont l'occasion de se tourner vers des associations comme le Forum des jeunes. Il y a beaucoup de parlements jeunesse aussi qui sont organisés, qui sont toutes des institutions d'une manière ou d'une autre qui vont pousser les jeunes à s'engager ou qui vont leur offrir un lieu où ils vont pouvoir s'exercer, notamment à la politique. Donc non, moi, et je suis convaincu que la pratique, elle est fondamentale. Au Parlement de Wallonie, qui est le niveau régional, il y a des visites, il y a des simulations pour qu'ils adoptent des décrets. Et puis, il y a les élus. Moi, je suis convaincu que rencontrer des élus, notamment au niveau local, ça façonne des trajectoires. Moi, quand j'étais à l'école secondaire, j'ai encore les souvenirs de députés qui venaient à l'école parler de leur métier. Ça, c'est une autre manière de pouvoir aussi favoriser l'accès à la politique et l'engagement.
C'est vrai qu'on peut se tourner vers des ASBL ou annexes à l'école. Maintenant, je pense que l'école a quand même un rôle. Et je pense notamment aux débats apprentis citoyens qui peuvent être organisés dans les écoles secondaires, par exemple. Et c'est très important parce qu'on a les différents partis qui sont représentés alors par des jeunes qui sont investis donc dans les jeunesses des partis et qui viennent expliquer sur différents sujets, parce que souvent c'est des questions-réponses avec les étudiants qui sont présents, et qui viennent expliquer du coup la vision des partis sur ces thématiques-là. Et ça, je trouve que c'est pas assez utilisé comme outil, parce que ça permet aux jeunes, dans le cadre de l'école, et donc dans un cadre obligatoire, je vais dire, c'est pas un choix qu'ils doivent faire après l'école de participer au Parlement jeunesse, d'avoir au moins un petit extrait de tiens, tel parti pense ça ou ça. Oui. Et je pense que c'est très important parce que justement, ces débats apprentis citoyens permettent d'avoir les différents partis représentés, parce que il est évident que l'école doit être neutre. Voilà, on ne peut pas via l'école et via les cours donner des indications de bien ou de mal. Mais là, par contre, ça permet d'avoir justement des personnes des partis qui en parlent. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être plus utilisé, oui. Ah oui. Et on parlait juste avant, les jeunes, entre autres, on parlait des différentes raisons pour l'intérêt ou le désintérêt des jeunes. Est-ce que Geoffrey, toi, dans tes recherches, tu avais justement les mêmes raisons, ou il y avait d'autres raisons qui étaient mises en avant? Mais Geoffrey alias GG. Je l'aurais quand même fait. Mais oui, il n'y a pas que ça. Il y a... alors, bizarrement, et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que parfois la défiance politique ou la méfiance politique pousse les jeunes à s'investir parce qu'ils se disent je veux avoir une action directe. Et je reviens à l'action directe dont je parlais au début. C'est-à-dire qu'un aspect qui pourrait de prime abord être négatif, justement, est un élément qui favorise l'engagement. Les réseaux sociaux aussi, c'est une autre raison, parce que ça leur permet, ça donne peut-être une illusion, ça donne peut-être l'illusion qu'on a un impact réel, alors que ce n'est pas le cas, mais ça peut, du coup, donner la voix ou la possibilité à certains de s'exprimer et peut-être de mettre le pied à l'étrier. Et donc voilà, moi, dans tout ce qu'on a cité, j'ajouterais ces éléments-là en plus. Ok. Et moi, ici, je voulais voir, on parle des raisons qui peuvent pousser que les jeunes s'intéressent ou ne s'intéressent pas. Et moi, je voulais me questionner un peu sur l'accès. Et je voulais te poser une question, Victoria. Toi, tu disais que tu étais une jeune femme en politique, qui en avait quand même de plus en plus. Mais je voulais voir si c'était pas quand même compliqué, cette place de jeune et de femme en plus, quand tu as dû t'imposer un peu en politique. Compliqué, non. Moi, je ne l'ai jamais vu en tout cas de la sorte. Et je pense que, alors, chacun peut le vivre différemment, forcément. Mais non. Alors, oui, au tout début, j'ai été d'abord élue échevine et conseillère provinciale, et j'avais 21 ans. Ça date déjà un petit peu, mais. Et c'est vrai qu'au début, je pense que c'est surtout l'inexpérience qui peut faire peur à certaines personnes dans certains milieux. Notamment aux femmes, tu penses ? Non, je dirais plutôt que c'est par rapport à l'âge que par rapport au genre. En tout cas, je le crois. Mais les remarques qu'on peut parfois avoir, en tout cas... moi, m'ont plutôt poussé à prouver que non, en fait, il n'y a pas de raison de ne pas me faire confiance. Et je pense que le travail que j'ai porté pendant 4 ans et demi durant cet échevinat, ça me semble évident, mais c'est ça qui m'a permis aussi de devenir bourgmestre. Et donc, les personnes se sont rendues compte qu'en fait, je travaillais et que je savais prendre les responsabilités, que je savais écouter, que je savais, et que je pouvais correspondre au rôle. Et donc, pour moi, à force de travail, on peut tout démontrer, et qu'on soit jeune, moins jeune, peu importe le genre, tout ce qu'on veut, si on le veut et que c'est ce qu'on souhaite faire de notre vie, on doit le faire, et on doit le prouver, et on ne doit pas se laisser décourager. Et je pense que de nouveau, qu'on soit jeune ou femme ou les deux, si on s'intéresse en l'occurrence à la politique et qu'on a envie d'essayer, il faut le faire, il faut essayer. Il ne faut pas se dire c'est un milieu qui ne me correspond pas. Si, justement, c'est un milieu qui doit vous correspondre. Trop bien, super. Mais ici, on est en train de débattre du coup avec Geoffrey et avec Romane et moi qui sommes des jeunes. Et je voulais voir, on voulait aussi te poser une petite question. Si tu avais pu débattre avec 2 experts de tes rêves, n'importe qui, t'aurais aimé débattre avec qui? De tout ce sujet qu'on a eu aujourd'hui déjà.
Vaste question. Hein. Comme tu veux. Ok. Oui, mais qui est un expert ou qui n'est pas un expert? Ce n'est pas évident. Alors, on sait que Geoffrey est un très bon expert, mais hormis lui, je ne sais pas à qui on peut donner ce titre. Il n'y a pas d'expert à Victoria. Tu le donnes à qui tu veux, le titre, franchement. Non, mais j'aimerais en parler à quelqu'un, peut-être du monde politique, mais qui ne... je sais pas moi, par exemple, Simone Veil, pour voir justement par rapport à une autre époque comment ça se passait. Et pouvoir comparer justement l'investissement des jeunes à cette époque et maintenant, et par rapport aussi au tout début de notre discussion, mais quand on disait que finalement les jeunes s'investissaient et continuaient de s'investir, je pense que ce serait intéressant de voir avec une autre époque et peut-être avec un autre... Barack Obama, un autre continent, pour voir aussi comment dans un autre pays très différent du nôtre, un autre continent comme je le disais, on peut imaginer comment les jeunes s'investissent là-bas, avec d'autres réalités évidemment, mais... Elle ne se refuse rien. Non, mais j'allais dire, moi je me réjouis de voir ce débat arriver. Quand Victoria sera présidente du monde, on l'a invitée. J'espère que ce sera dans Politicaire quand tu viendras faire ce débat. Franchement, on espère. Mais du coup, je posais cette question parce que malheureusement, les débats arrivent déjà à leur fin. Je sais, c'est très très triste. Et du coup, je voulais te demander, Geoffrey, comme on a parlé de plein de choses, si vous voulez un peu résumer de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Oui, j'ai préparé en écoutant les échanges trois éléments que je retiens. D'abord le temps. Je trouve qu'on a beaucoup parlé du temps, le temps que notamment Victoria consacre à la politique. Et ça, moi, je le dis toujours à tout le monde. La politique, ça fatigue. Bien sûr, j'imagine. C'est une activité qui est intense. Mais c'est aussi, j'ai trouvé ça intéressant, la temporalité, c'est-à-dire comment une élue comme Victoria se dit, moi je pense pour les générations futures. C'est peut-être quelque chose qui est caractéristique aussi d'un certain engagement chez les jeunes, mais je pense que c'est de manière générale pour de nombreux politiques. Deuxièmement, il y a la question de la représentation. On a beaucoup évoqué le fait qu'il faut pouvoir aussi représenter une diversité de profils, et les jeunes apportent de ce point de vue-là quelque chose, ou en tout cas des élus plus jeunes permettent d'apporter un vent parfois nouveau dans certaines assemblées, avec, souvenons-nous, la différence entre le profil communal et fédéral, où on voit que la représentation n'est pas la même. Et puis, je trouve qu'on a aussi beaucoup parlé de formes de socialisation dans l'école, à l'extérieur de l'école, et comment l'expérience, l'engagement des jeunes se nourrit aussi de l'expérience au quotidien dans toutes ses formes. Et en vous écoutant, je me suis dit... qu'il y avait une source première de motivation pour l'engagement, c'était le rêve, en fait. Et moi, et c'est ce que je dis toujours aux jeunes à l'université, je leur pose sur la question, quel est votre rêve ? Et je me rends compte que parfois, ils sont déstabilisés parce qu'on ne leur pose plus la question. Oui, c'est vrai. Et ce genre de moment où on peut discuter, prendre la peine de discuter, c'est aussi peut-être l'occasion de montrer qu'il faut juste recréer les conditions pour rêver. Et une fois qu'on a un rêve en tête, on s'y tient et c'est motivant pour mener sa vie. Voilà. Mais comme tu as bien résumé ça, franchement, c'est magnifiquement résumé. Je ne sais pas si c'est magnifique, mais en tout cas, voilà. Si. Franchement, c'est très bien résumé. Et du coup, on a eu tout ce débat, comme on disait, tu as bien résumé tout ça. Et Victoria, moi, je voulais qu'on refasse un petit bond dans le temps. Parce qu'au début de l'émission, tu m'as dit 3 mots qui, pour toi, pouvaient résumer l'intérêt politique. Tu m'as parlé d'avenir, de dynamisme, ou de renouveau et de diversité, disons. Pour toi, est-ce que ces mots, ce seraient toujours les mêmes maintenant, ou après ce débat, ils pourraient avoir changé ? Non, ce serait toujours les mêmes. Alors, dynamisme, renouveau, Geoffrey vient d'en parler. Les 3 éléments, en fait, je pense, étaient repris dans cette petite synthèse. Donc oui, je pense que c'est toujours les mots que j'emploierai à la fin de notre discussion. Ok, parfait. L'émission, elle touche déjà tout doucement à sa fin. Mais par contre, on aimerait quand même encore profiter de ta présence pour une toute dernière partie. Et ça, je laisse Romane s'en charger. Ah oui. Alors nous, chez Scanner, tu le découvriras peut-être si tu suis nos réseaux sociaux. Non, je rigole, la petite pub. On aime bien faire un petit exercice. C'est les phrases à compléter. C'est un peu notre dada. Et donc, je t'ai préparé 5 phrases qui sont donc cachées. Et tu vas devoir en tirer une. Et alors, tu vas avoir un début de phrase et tu vas pouvoir compléter la phrase. Alors, je te tends les petits papiers. Oups.
Je t'en prie. Je ne sais pas si en fait ce sont peut-être toutes les mêmes. Oui. Ah, ça, Effectivement, non, pas du je te jure que c'est pas les mêmes. Alors, est-ce que tu peux d'abord nous lire le début de ta phrase et après, je te laisserai répondre. Alors, ma plus grande fierté dans la vie, c'est... Ok. Je trouve que c'est une question, généralement, qui se pose plutôt quand on est plus âgé. C'est vrai. C'est vrai qu'on a tendance à la poser quand on est plus âgé. Mais... Donc, ma plus grande fierté dans la vie, je dirais que c'est de garder les pieds sur terre et de ne pas se laisser emporter par des fonctions qu'on pourrait avoir, qui sont tout de même temporaires, parce qu'on nous offre de les pratiquer pendant quelques années. De garder les pieds sur terre et de ne jamais oublier qu'on s'engage évidemment pour les citoyens, pour les jeunes. Et pour ma part, c'était aussi pour justement redonner confiance aux citoyens dans la politique et aux jeunes dans la politique. Et donc ne pas oublier d'où on vient. Et justement, tu parles de jeunes. Est-ce qu'il y aurait un dernier message que tu aurais envie de leur dire aujourd'hui ? Mais investissez-vous, intéressez-vous. Alors choisissez les bons canaux, ceux qui vous semblent bons, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Mais oui, restez informés, soyez investis, défendez ce qui vous semble important et rêvez. Waouh, c'est beau, c'est beau. Et Geoffrey, est-ce que toi, tu aurais aussi un dernier petit mot que tu veux dire aux jeunes ? Non, je pense que ça a été dit avec le rêve. Toi aussi, c'est toujours de rêver, comme tu disais. Je pense. Et je suis convaincu qu'en rêvant, ça prend du temps. Il ne faut pas croire qu'en rêvant, ça va arriver en 2 ans, en 6 mois, mais que si on est motivé et qu'on est terminé pour le faire, moi, je suis convaincu qu'on arrive toujours à faire ce qu'on souhaite, même si la vie est remplie d'obstacles. Ça, on le sait. Mais c'est ce qui rend la vie belle aussi. Wow. C'est vraiment sur ces 2 dernières belles paroles que l'émission se clôture. Donc, j'espère que vous qui nous regardez et nous entendez, ça vous a plu. Et vous, j'espère aussi qu'autour de la table, ça a été pour ce premier épisode. C'était chouette, ça vous a plu ? Tout à fait, franchement, vous avez très bien fait ça. Ah, ça va, merci ça à va. toi et à monsieur... Non, Geoffrey, pas monsieur Grandjean. GG. Faudra vraiment que je t'appelle GG, sinon je vais jamais y la prochaine arriver. fois, si tu reviens. Ça va, on t'a pas trop bousculé, Victoria, non ? C'était très bien, c'était très chouette d'avoir cette discussion. Alors, si l'émission vous a plu, sachez que vous pouvez nous retrouver en TV, en live streaming et sur nos plateformes d'écoute. Et si vous ne voulez manquer aucune information sur les prochains épisodes, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Scanner et Vedia. Et nous, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Politicaire. Portez-vous bien et salut tout le monde!